Bienvenue dans ce nouvel immédiat. Bonjour Hervé. Bonjour Jean-Yves. La France championne du monde de football. La fête a été gâchée par des émeutes sur les Champs-Élysées, bien masquées par les médias. Le journaliste Éric Zemmour est évincé de RTL suite à un avertissement du CSA. L'animateur Frédéric Tadei, viré de France Télévisions, trouve refuge sur la chaîne russe Russia Today. La liberté d'expression est-elle à l'Est ? Ancien technicien en informatique, le journaliste Frédéric Aziza jongle entre agression verbale, physique et même sexuelle. Et vous retrouverez votre zapping et les tweets de la semaine. La France championne du monde de football, c'est scène de liesse, scène de joie sur les Champs-Élysées, mais aussi émeute sur les Champs-Élysées. Ce matin, c'est presque apocalyptique, c'est-à-dire que tout le mobilier urbain a été détruit, racontez-nous. Énormément d'interpellations. Près de 300 personnes ont été mises en garde à vue le soir même de la victoire de l'équipe de France. Beaucoup d'images autour des réseaux sociaux, beaucoup d'images de saccage et de pillage de boutiques autour des Champs-Élysées. Près de 12 magasins ont été pillés. Voici notamment les images d'un pillage d'une boutique de scooters. Pourtant, pour l'AFP, eh bien, il ne s'est rien passé, ou presque, rien de grave, rien de très grave. Le titre de la dépêche, après la victoire des Bleus, la France folle de joie. Voici le court paragraphe autour des incidents. La fête aura été perturbée par des incidents sporadiques, notamment à Paris. Ça, c'est la première dépêche. Il y en a eu 3 autour de ce sujet. Voici la seconde. Incident en marge de la finale du Mondial à Paris. 31 personnes, toujours en garde à vue ce lundi. Un peu plus loin dans la dépêche, on voit dans la capitale, des incidents ont eu lieu dimanche soir sur les Champs-Élysées. Et voici la troisième dépêche, un peu plus étayée, avec toujours le même type de vocabulaire. Mondial 2018, des incidents en marge des rassemblements festifs à Paris et en région. Le vocabulaire qui est employé dans cette dépêche, on retrouve ce mot incident, sporadique, casseur. Plusieurs incidents toujours ont éclaté, quelques échauffourées et toujours heurts sporadiques. Oui, alors, heure sporadique, c'est gentil, mais ça a duré des heures et des heures sur les Champs-Élysées, ça a duré des heures et des heures à Lyon, et il y a eu plusieurs centaines de villes qui ont été touchées. Alors, sporadique, c'est un peu faiblard. Bon, incident, c'est faiblard aussi, parce que la vérité, ce sont des situations d'émeute. Quand des émeutiers envoie des tirs tendus de feux d'artifice sur les policiers, charge les policiers, ça s'appelle une émeute, ça ne s'appelle pas un incident. Et le pillage, il y a eu, rien que sur les Champs-Élysées, 12. Une douzaine, oui, tout à fait. Douzaine de magasins pillés. Le pillage, ce n'est pas non plus des incidents. Donc les gens de l'AFP, ils ne pratiquent pas le bon vocabulaire. Qu'en est-il pour la presse étrangère? Est-ce qu'ils ont employé le même type de vocabulaire? Eh bien, regardons la presse anglaise. Oui, alors vous voyez, dans la presse anglaise, dans le média anglais, on dit « rioters », émeutiers. C'est le mot approprié pour décrire les choses. Le ton est donné, notamment le lendemain, toujours avec à peu près ces titres mondial, on est des champions. Une marée humaine submerge Paris. Avec ces mots, que d'amour, une foule bigarrée agite ses drapeaux tricolores. Dans les Échos, Coupe du Monde 2018, après la victoire de la France, une interminable nuit de liesse. On met toujours l'accent sur cette nuit de liesse. Et un tout petit paragraphe sur ces incidents, entre guillemets. La soirée a toutefois été marquée par quelques incidents à Paris. Le drugstore Publicis des Champs-Élysées a été pillé. Les CRS ont aussi essuyé des jets de projectiles sur l'avenue en fin de soirée. Alors, nuit de liesse, c'est pas exact non plus, puisque précisément à cause des émeutes, à cause des pillages, beaucoup de gens qui étaient venus faire la fête, effectivement, sont partis, et sont partis assez tôt. En début de nuit et pas du tout toute la nuit comme le titre peut le laisser supposer. RTL avec une dépêche de l'AFP, toujours ce même type de titre, des incidents en marge des rassemblements.
Pour 20 minutes, eh bien, malgré quelques dégradations et une rixe, pas d'incident majeur à déplorer. Pas d'incident majeur à déplorer. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Yves ? Je pense qu'une des choses qui pouvait être crainte, effectivement, c'était un acte terroriste. Donc il n'y a pas eu d'acte terroriste, ça c'est incontestable. Par contre, il y a eu des incidents majeurs, c'est-à-dire des émeutes et des pillages. Le 15 juillet, eh bien, sur Europe 1, on retrouvait ce titre, Victoire des Bleus en Coupe du Monde, quelques incidents en marge des célébrations. Eh bien, qui sont à l'origine de ces incidents? C'était un groupe de hooligans qui avait été repéré, notamment autour des Champs de Mars. Eh bien, qui désignait? Ce sont les hooligans. Moi, c'était une des premières fois que je voyais ça. Alors, on peut dire que si ces incidents entre guillemets, ces émeutes, ces pillages, avaient été le fait de ce qu'ils appellent les hooligans, alors là, on en aurait parlé massivement. Voilà. Or, ça n'a pas été le fait de hooligans, ça a été le fait de racailles de banlieue. C'est voilà. sur les Champs de Mars. C'est sur les Champs de Mars. Donc c'est pas tout à fait le moment. C'est pas tout à fait le même moment, mais reste que voilà, Europe 1 a désigné des hooligans comme fauteurs de troubles, alors qu'on ne désigne pas les fauteurs de troubles sur les Champs-Élysées. Sur les télévisions, eh bien, quel a été le traitement? Eh bien, évidemment, Jean-Yves, je vais vous dire qu'il a été forcément minimisé. Sur les Champs-Élysées, je vous le disais, donc cette fête qui est émaillée de quelques incidents, alors que sur l'Arc de Triomphe, eh bien, on continue de célébrer les champions. Sur BFM, on va aller encore plus loin dans un live, et puis on va essayer de trouver cette excuse des jeunes qui ont consommé de l'alcool. Une population jeune qui, pour la majorité, n'avait pas trop de souvenirs de 98. Et puis là, c'est en train de se vider. On va vous montrer sur des images de Nicolas Bernard. Évidemment, la fête, on a un petit peu bu et donc ça, c'est un peu compliqué. Un ton radicalement différent pour Clément Veil qui dit sur Twitter « J'étais moi-même aux Champs-Élysées cette nuit et je peux en témoigner, la violence n'était ni en marge, ni sporadique, contrairement à ce qu'a indiqué l'AFP. » Clément Veil qui a été notamment interviewé sur France 3 au moment d'un live. Et vous allez voir, c'est juste extraordinaire, il se fait couper le sifflet, couper la parole, puisque ce qu'il dit, c'est pas dans la ligne de France 3. À la fête, ces petits groupes ont agressé les forces de l'ordre avec des projectiles, avec des bouteilles de verre, avec des grenades fumigènes à tir tendu, ce qui peut être très dangereux. Et très rapidement, la situation a dégénéré. Les forces de l'ordre ont riposté avec des grenades lacrymogènes, des grenades assourdissantes, des canons à eau et de la terrasse Publicis où nous nous trouvons. On viendra vers vous tout à l'heure, Clément Veil-Rénal. Ces derniers mots, on reviendra vers vous, Clément Veil-Rénal. Oui, et il y a eu toute une émission. L'émission dure à peu près 1 heure, plusieurs lives à différents endroits. Et ils reviennent sur les Champs-Élysées. Mais on ne retrouve pas Clément Veil-Rénal, mais un autre journaliste. On va faire un dernier détour par les Champs-Élysées où Julien Gasparuto nous attend. Bonsoir. Demain, l'équipe de France sera ici même sur les Champs. Quel est le programme pour ce lundi ? Eh bien oui, demain les Bleus sont attendus à 17h ici sur les Champs-Élysées. Alors le ton est radicalement différent, évidemment. Julien Gasparuto évoque évidemment les incidents, entre guillemets, l'émeute, mais le ton est réellement différent. Et le ton de M. Veil est extrêmement sévère, n'est-ce pas Jean-Yves? Oui, et il donne un élément factuel qui est important. Il explique que la police a utilisé des canons à eau. Or, dans la doctrine de maintien de l'ordre français, les grenades lacrymogènes, c'est pour le maintien de l'ordre, et les canons à eau, c'est pour le rétablissement de l'ordre. Donc une phase supérieure. Si on sort les canons à eau, c'est que la situation a déjà fortement dégénéré. 2-3 jours après, en fait, cette nuit d'émeute a fait quand même pas mal de bruit dans les médias. On a fini par avoir quand même pas mal d'articles, puisque grâce aux réseaux sociaux, on a fini par avoir accès notamment aux scènes de pillage. Sauf que les décodeurs ont fait un petit raté autour de ça, puisqu'ils ont dit 89 morts, 13 000 voitures brûlées à Paris, intox en série après la victoire de la France en Coupe du Monde. Figurez-vous que ces chiffres-là viennent du site parodique Nord-Presse, donc les décodeurs qui décodent un site parodique. Mais je pense qu'ils font ou ils se trompent, ou ils le font délibérément pour dénigrer tout ce qui a été donné à l'opinion comme fait sur ces émeutes, sur ces pillages. Et donc, ils veulent décrédibiliser l'ensemble en prenant un site parodique et sans préciser qu'ils décodent un site parodique. C'est vraiment les décodeurs du monde. Alors que l'IB des Intox fait quand même un certain nombre d'efforts, et
publient parfois des choses assez raisonnables. Les décodeurs du monde, c'est vraiment un pur organe de propagande. Autre donnée qui a mis du temps à ressortir, c'est les nombreuses agressions sexuelles au moment de cette nuit de célébration de la Coupe du Monde. BFM TV, Coupe du Monde sur Twitter, des femmes dénoncent de nombreuses agressions sexuelles dans la rue. Et pourtant, sur Twitter, c'était le soir même qu'on pouvait voir cet hashtag et ces dénonciations sortir. C'est un peu le même phénomène qui s'était produit à Cologne lors de la nuit de la Saint-Sylvestre il y a plusieurs années, où un nombre incroyablement grand d'agressions sexuelles de femmes allemandes avait été camouflé par les médias pendant 48 ou 96 heures, puis avait fini par sortir. Là, ça n'a sans doute pas pris la même dimension, mais le traitement médiatique, c'est toujours le même. Au début, on occulte. Et dans un deuxième temps, on occulte, on minore, et dans un deuxième temps, on est quand même obligé d'en parler à cause de la pression des réseaux sociaux qu'on essaye de faire taire par ailleurs par les mécanismes de censure et de loi sur les fake news. Les Français sont choqués en fait de cette scène qu'ils voient sur les réseaux sociaux, de ces scènes de pillage, de ces scènes de violence, et pourtant ton toujours différent dans les médias, puisque France Info va nous expliquer que oui, en 2018, on a assisté à des scènes de pillage et à des scènes de violence, mais en fait, rien de nouveau sur le ciel de France, puisque en 98, c'était la même chose. Retour sur les célébrations de 98, archives à l'appui. Mêmes affrontements, même dégradation et même pillage. Même comportement au volant. Bref, en 20 ans, la France n'a pas vraiment changé. France Info qui fait ce parallèle, mais on a aussi Libération avec Check News. Est-ce vrai qu'en 98, il n'y a pas eu de débordement après la finale ? Et Check News se concentre sur un fait, notamment ce sont les dizaines de personnes qui ont été fauchées par des voitures folles. Pourtant, j'ai envie de dire, Jean-Yves, des personnes qui ont été fauchées par des voitures folles et des magasins, une douzaine de magasins qui ont été pillés. Rien qu'à Paris. Rien qu'à Paris. J'ai le sentiment que les faits sont quand même différents. Il y a des faits différents. Il y a un certain nombre de scènes un peu de folie, où des gens qui conduisent des voitures rapidement dans la foule, il peut y avoir des accidents. Mais dans ce cas-là, c'est accidentel. Quand on prend à partie violemment des policiers, quand on pille un magasin, quand on pille 10 magasins, ce n'est plus accidentel. C'est pas de même nature. Il y a ce qui est accidentel et qui peut être tout à fait regrettable. Il y a toujours un ou deux morts, malheureusement, dans ce genre de liesse collective. Mais ça, c'est accidentel. Tandis que l'émeute, le pillage, c'est tout à fait différent. Et il n'y a pas eu ça en 98, où je crois qu'il y a eu un magasin pillé. C'est ce que les médias disent pour l'instant. Bon, difficile de trouver des archives de 98. Internet était un peu moins évolué à l'époque. En tout cas, les faits paraissent différents, l'époque paraît différente et même le préfet est d'accord avec moi sur ce point. Et qui tirait les leçons de 1998. Et les temps ont changé, nous ne sommes plus 20 ans en arrière. Le préfet de police dit quelque chose de très fort. Il dit « le monde a changé depuis 1998 ». Je serais tenté de dire, oui, depuis 1998, le grand remplacement s'est fortement accéléré. Alors le préfet de police ne dit pas ça, bien sûr, mais il dit le monde a profondément changé depuis 1998. Qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, c'est le comportement, le nombre des racailles de banlieue et leur comportement qui est devenu plus agressif. C'est ça qui a changé. Je pourrais rajouter aussi que l'émotion est beaucoup plus vive puisque l'existence des réseaux sociaux, l'existence des smartphones qui permet de filmer les scènes permet d'accentuer ce que nous ne pouvons pas voir dans notre appartement et parce que nous ne sommes pas sur les lieux. Oui, alors il y a davantage effectivement de connaissance des faits, mais il n'y a pas eu quand même les mêmes faits en 98, ça c'est tout à fait clair. Les médias ont-ils caché ces scènes d'émeute ? Eh bien, c'est un peu ce que nous avons essayé de montrer. Sommes-nous seuls à avoir cette thèse ? Eh bien non, parce que j'ai réussi à trouver cet extrait des Grandes Gueules avec le professeur de lettres Fatima Haït Bounoua qui nous dit, bah oui, c'est le sentiment que j'en ai, les médias nous ont un peu caché ces scènes d'émeute. En plus, ce qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai l'impression qu'on nous cache un peu les choses. Je vous donne un exemple. Lorsqu'il y a eu victoire de la France, donc il y a eu des mouvements de joie et on a vu majoritairement ça, voilà, mardi.
Et en regardant un petit peu sur Internet, il y a eu aussi des violences. Et finalement, on n'en a pas parlé. Ouais. Voilà, on voit très bien que ça passe d'Internet aux médias mainstream avec 2-3 jours de décalage. En mode conclusion, Jean-Yves, avant de passer au zapping. Il faut continuer à faire son opinion sur les réseaux sociaux parce qu'ils disent ce que les grands médias ne le disent pas et ils le disent avant. Avec prudence en tout cas, avec prudence. Avec prudence parce qu'il peut aussi y avoir des gens qui balancent des informations non vérifiées, ça c'est sûr. Mais globalement, c'est quand même l'information, ça se trie. Que l'information, elle vienne des réseaux sociaux ou elle vienne des médias mainstream, ça se trie, ça se vérifie. Ça se nuance éventuellement, mais c'est quand même ce qui est maintenant à l'origine de l'information, et de l'information la plus directe, la plus vécue, c'est les réseaux sociaux. Jean-Yves, passons au zapping d'immédiat. Jérôme, arrivé il y a 2 semaines de Côte d'Ivoire pour chercher du travail. Moi, avant que je ne vienne ici, je me suis renseigné, on m'a dit que l'Espagne c'est un bon pays où on accepte tout le monde. Les empêcheurs de tourner en rond du mondial en Russie ont payé le prix fort. 15 jours de prison ont été infligés aux 4 Pussy Riot qui s'étaient invités sur le terrain lors de la finale France-Croatie dimanche. Après avoir passé la nuit en prison, ils ont été condamnés hier soir à la peine maximale pour le délit de violation sérieuse des règles de comportement de spectateurs. C'est la Légion d'honneur. Le président de la République va vous la donner. On imagine que ça doit être un symbole fort aussi pour vous. Ouais, ça représente aussi beaucoup. Ça veut dire que tu as fait beaucoup pour ton pays, entre guillemets. Je pense surtout aux combattants de la guerre qui le méritent bien plus que nous. Malgré ses origines écossaises, Donald Trump n'a pas été accueilli à l'aéroport de Glasgow par la première ministre Nicola Sturgeon, mais par un représentant du gouvernement britannique. La politique économique de Trump, c'est quand même un petit peu gonflé. On a une phase haussière du cycle qui dure depuis 10 ans maintenant, et il fait une relance budgétaire à ce moment-là. Vu des marchés, on se dit, est-ce qu'il a envie de précipiter la fin de la phase haussière du cycle ou pas? Donc pour le moment, ça tient parce que l'inflation est faible. Ça tient, moi j'entends ça depuis 2 ans ici, ou 1 an depuis qu'il est là, ça tient, ça fait plus que tenir. Hein. Le choc des modèles politiques aux élections européennes, ce sera d'un côté des pays qui diront « restons purs, restons fermés, le continent européen, ça doit être une addition de pays qui sont dans la consanguinité, dans les frontières fermées », et d'autres qui diront « non, restons ouverts, avec des règles, c'est pas accueillir n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment ». On peut demain se faire imposer la GPA en France, notamment par les juges, parce qu'on voyait que la Cour de cassation avait légiféré pour reconnaître les droits de l'enfant qui était né de GPA, ce qui est aussi assez normal, assez naturel, parce que lorsqu'il y a un enfant, forcément, il faut lui reconnaître les droits. Mais au final, il y a cette envie des juges, mais également de la Cour européenne des droits de l'homme, d'aller vers la GPA et d'aller vers l'extension de la PMA pour toutes les femmes. Le mot même de genre, c'est une véritable révolution. C'est une révolution dans laquelle on va définir tout à fait différemment ce qu'est un homme et ce qu'est une femme. Et on va le définir non plus de manière biologique, encore moins de manière génitale, ou encore moins de manière sexuelle, mais de manière culturelle. Creo que esto al final va a generar, indiferentemente de lo que pase, un antes y un después en la historia no solamente del Miss Universo y de los certámenes de belleza. Être un corps genré, c'est être un corps soumis aux normes, obligatoirement dès la naissance, par cette injonction qui nous est faite à être un homme masculin, à être une femme féminine. Depuis la phrase performative, c'est un garçon, c'est une fille. Et en même temps, le genre, c'est aussi un espace d'innovation, c'est aussi un espace où les choses bougent, où il y a du jeu, J-E-U. La nuit est tombée sur Ekaterinbourg en Russie. Près de 100 000 personnes sont venues commémorer le centenaire de l'assassinat du dernier des tsars, Nicolas II. Le patriarche Kirill, à la tête de la puissante église orthodoxe, a conduit la célébration et guidé une immense procession du lieu où ont été tués le tsar et sa famille, jusqu'au monastère de Ganimalama, à une vingtaine de kilomètres. C'est une belle cérémonie expiatoire pour le 100e anniversaire en Russie.
le 100e anniversaire de la disparition du tsar. Ce qui est intéressant chez les Russes, c'est qu'ils prennent toute leur histoire. C'est-à-dire qu'ils assument l'histoire du communisme, l'histoire soviétique. Ils assument aussi tout le passé tsariste et ils le reprennent. C'est ça leur force. Alors qu'en France, on a tendance à tronçonner, à prendre certaines périodes et à éliminer les autres. La Russie, elle prend toute son histoire. Et là, y compris l'histoire tragique de l'assassinat du tsar Nicolas II et de sa famille à Ekaterinbourg. Alors, d'autres petits commentaires. Alors, je vois que les médias, quand les puces syriates ont envahi le stade où se jouait le match de football, elles sont passées sur les télévisions. Et quand elles ont été condamnées à 15 jours de prison, on en a parlé en disant ça prouve la répression du régime. C'est une sanction extrêmement sévère. La plus sévère. Alors, c'est très simple. Il suffit de comparer ce qui s'était passé en France pendant Roland-Garros, en 2013, la compétition de tennis de Roland-Garros. En 2013, il y avait 4 hommes anti-mariage pour tous qui étaient intervenus pendant un match. Ils ont été violemment exclus du terrain. Ils ont pris immédiatement 48 heures de garde à vue, suivi de 20 heures de mandat de dépôt. Donc ils ont tout de suite fait 68 heures avant leur procès, dont je n'ai pas le résultat final. Mais ce qui est sûr, c'est que d'emblée, la punition a été beaucoup plus dure que les puces syriates qui n'ont pas du tout passé 68 heures en garde à vue et en mandat de dépôt, comme les Omen en 2013. Donc, M. Hollande était beaucoup plus répressif dans cette affaire que l'a été M. Poutine. Une assez bonne critique du pouvoir des juges qui interprètent absolument les choses à leur manière. Quand on nous explique qu'on n'a pas le droit de condamner les gens qui aident les clandestins au nom d'une interprétation fantaisiste du principe de fraternité, ça n'a plus rien à voir avec la justice. C'est un délire judiciaire. C'est bien de le dire comme le fait M. Teignière, qui est un jeune républicain qui ne mange pas ses mots, ça c'est très bien. Et puis on a, comme à chaque zapping, Hervé, on a la séquence immigration. Là, on voit que les immigrés s'aperçoivent que le bon plan actuellement, c'est l'Espagne. Et puis on a la séquence sur le genre. Et là, c'est le Festival d'Avignon, festival subventionné d'Avignon, qui nous fait toute une série de séquences sur le genre qui seraient une construction culturelle et qui n'auraient pas d'origine génétique ou biologique. Tout ça est de la pure construction intellectuelle. Jean-Yves, passons à la troisième partie. Zemmour censuré, Tadei réfugié. Le 12 juillet, Le Parisien publiait cette information. Éric Zemmour, le CSA, hausse le ton et met en demeure RTL. Pourquoi il hausse le ton? C'est à cause d'une chronique nommée « Éloge de la discrimination ». La réponse de RTL est immédiate. Elle se passe le lendemain, c'est-à-dire le 13 juillet. Éric Zemmour sera écarté de RTL en semaine dès la rentrée 2018. Si on a le droit de critiquer la discrimination en France, on doit avoir le droit d'en faire l'éloge. Sinon, il n'y a pas de liberté d'expression. Et la thèse du CSA, c'est que les organes de presse doivent être des organes de propagande. Et donc, ils doivent dire que la discrimination, c'est mal. Encore qu'il y ait des bonnes discriminations, la discrimination positive, par exemple. Et donc, à partir du moment où Zemmour ne partage pas la doxa dominante, le CSA, qui est un organe à la fois de censure, mais plus que de censure, d'obligation de propagande, le condamne. Alors, c'est pas parce que le CSA le condamne, c'est un avertissement à RTL, que RTL le vire. C'est une décision de RTL. RTL qui vire ou qui supprime en tout cas la chronique d'Éric Zemmour, une chronique nommée « On n'est pas forcément d'accord ». Jean-Yves, déjà, rien que sur le titre de cette chronique, vous avez quelque chose à ajouter. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, RTL a une ligne éditoriale, qu'elle a une ligne conformiste comme tous les médias, et qu'elle avait donné à Zemmour 2 fois 3 minutes par semaine, en précisant, pour donner son point de vue, en précisant on n'est pas forcément d'accord. C'est-à-dire, il mettait bien que Zemmour
c'était pas tout à fait ce qu'ils pensaient eux, mais enfin, ils lui donnaient la parole. Et donc, en lui interdisant de parole, ils montrent à quel point ils sont analytiques. Puisqu'il y avait 3 minutes, 2 fois 3 minutes par semaine sur des 18 heures d'émission par jour, ou à peu près, donc on voit que c'était pas beaucoup, et bien c'était déjà trop. Voilà, et on le supprime. L'information de la suppression est reprise dans certains médias, notamment Ouest France, avec ce titre « Éric Zemmour, RTL supprime sa chronique des programmes pour la rentrée ». Après avoir évoqué la suppression pour la rentrée de cette chronique, Ouest France évoque évidemment la condamnation d'Éric Zemmour en 2011 et en 2016, si je ne me trompe pas, par la 17e chambre correctionnelle de Paris. Or, cette information, moi quand je l'ai lue, ça m'a un peu marqué. Quand on parle de médias, quand on parle de chronique sur un média, quelle est l'importance de cette publication et de la publication de cette condamnation? Aucune. Ça n'a aucune importance, ça n'a rien à voir. On n'a pas beaucoup de place, on n'a pas beaucoup de temps de lecture sur un article. Et donc là, l'idée, évidemment, de la transcription de ces condamnations, c'est évidemment de décrédibiliser le chroniqueur. Et c'est l'alliance entre le pouvoir médiatique et le pouvoir judiciaire. L'alliance pour censurer. Sur Morandini, on trouve cette actualité justement, mais avec une petite nuance. Malgré leur bon score d'audience, Éric Zemmour et Nicolas Doménac écartés de la matinale de RTL à la rentrée. Si vous voulez, c'est typique, on écarte les gens qui font de l'audience. Ce qui prouve, c'est intéressant, que la loi la plus importante, c'est pas la loi du marché, c'est la loi du politiquement correct. Puisqu'on écarte des gens qui font de l'audience. Précisément, ils font de l'audience parce qu'ils disent des choses que les autres ne disent pas. Alors pourquoi Zemmour a été écarté ? Je crois qu'effectivement, le prétexte, c'est la mise en cause du CSA. Il a été écarté de manière sale, d'ailleurs. Il a été prévenu le matin même. Pratiquement, il l'a appris dans les journaux où on l'a prévenu quelques heures avant. Et je pense que c'est une mesure préventive de RTL. Parce que Éric Zemmour va sortir le 12 septembre prochain un nouveau livre qui sera une suite du suicide français, où il va, d'après lui, beaucoup plus loin dans le politiquement incorrect que dans le suicide français. Et donc RTL, préventivement, se prive de ce chroniqueur de talent et à forte audience pour éviter une campagne médiatique à la rentrée lorsque le livre de Zemmour va sortir. Alors, j'ai manqué un petit détail, j'ai manqué légèrement de précision sur l'action en fait, que mène RTL. C'est, oui, ils ont supprimé la chronique d'Éric Zemmour nommée « On n'est pas forcément d'accord », mais ils ne suppriment pas pour l'instant complètement la collaboration avec Éric Zemmour. C'est-à-dire qu'ils ont annoncé le fait qu'ils allaient très souvent l'inviter, peut-être comme un espèce de sociétaire, c'est un sas. comme un sociétaire, etc. Évidemment, personne n'est dupe et ça ressemble, comme vous l'avez dit Jean-Yves, énormément à un sas. C'est un sas, c'est une purge, voilà, c'est une purge, comme il y a eu la purge de Ménard, comme il y a eu la purge de Tadei. Tiens, on va en parler de Tadei. Eh bien justement, c'est un autre journaliste sur lequel on pose notre regard dans cette émission, puisque le 16 juillet, Russia Today annonçait que Frédéric Tadei, l'ancien animateur de France Télévisions, animera 4 émissions hebdomadaires sur RT France. Alors, dans les médias, on parle un petit peu de cette embauche de RT. Débarqué de France Télévisions, Frédéric Tadei rejoint RT France et 20 minutes. Le titre semble relativement factuel. Mais la plupart du temps, la manière dont les médias ont traité cette actualité, c'est beaucoup plus pernicieux. C'est à travers les photos qui ont été utilisées. Il suffit de voir et de comparer les photos qui ont été utilisées par les journaux. Voici au-dessus la photo qui a été utilisée par RT France. En dessous, la photo qui a été utilisée par Libération. On voit un homme heureux au-dessus, un homme sombre, plutôt triste. Forcément, traitement par l'image bien différent. Quel est l'historique autour de cet animateur, un animateur phare? Ça fait très longtemps qu'il est à la télévision. Pour rappel, il animait cette émission Ce soir ou jamais sur France 2, mais l'animation a été soudainement arrêtée, selon David Doucet, parce qu'il aurait invité l'essayiste Marc-Édouard Nab. En fait, Tadei organisait souvent des vrais débats.
c'est-à-dire avec des gens qui défendaient le point de vue politiquement correct, ce qui est normal, et des gens qui éventuellement contestaient le point de vue politiquement correct. Voire étaient, comme l'a dit, je crois, Patrick Cohen, des esprits malades. Il invitait des gens qu'il n'aurait pas dû inviter, et surtout, il organisait des vrais débats contradictoires. Et donc, on l'a progressivement mis à la marge, c'est-à-dire qu'on a diminué son temps d'antenne, et on l'a décalé de plus en plus tard, évidemment, pour saboter l'audience. Ah oui, parce que après avoir supprimé cette émission Ce Soir ou Jamais, eh bien, on lui a refilé une nouvelle émission nommée Hier, Aujourd'hui, Demain. Simplement, la tranche horaire était vraiment pas du tout évidente, c'était autour de minuit, donc pas du tout valorisé, sans aucune annonce du programme, et très rapidement, les audiences ont été catastrophiques. Moins de 10 000 personnes regardaient cette émission. Et le 7 juin, eh bien, le couperet tombe. C'est l'arrêt de l'émission Hier, Aujourd'hui ou Demain, où Frédéric Tadei déclare sur Europe 1 qu'il se sentait tout seul dans cette émission, que la programmation était extrêmement tardive, qu'il n'y avait pas de bande-annonce et qu'il ne pensait pas, évidemment, que l'émission allait être reconduite pour la rentrée. Alors on voit très bien la technique du SAS. On continue de faire appel à un animateur, mais à un horaire impossible et sans annoncer son émission. Et puis après, on lui dit « Ah bah oui, écoutez, mais là, ça marche plus, quoi. » Voilà. C'est la technique du SAS. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Tadei ? On rejoint les Russes. On rejoint les Russes, tout simplement. Il a rejoint Russia Today. Voilà. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est que le seul endroit en France où il va y avoir, en dehors de TV Liberté, le seul endroit en France où il va y avoir des débats contradictoires, c'est Russia Today. C'est-à-dire que la liberté, aujourd'hui, elle vient de l'Est. Et que Tadei, on peut dire qu'il s'est réfugié à l'Est pour pouvoir continuer à faire des émissions où il invitera des gens qui pensent blanc et des gens qui pensent noir. Et non pas uniquement des gens qui pensent cascaboulon comme le politiquement correct le voudrait. C'est tout de même étonnant, hein. Vous n'avez pas connu ça, mais moi, Hervé, j'ai vécu le début de mon existence politico-idéologique où la liberté était à l'Ouest et le totalitarisme à l'Est. Et ben aujourd'hui, c'est un peu l'inverse qui s'est produit. Jean-Yves, passons au tweet de la semaine. Oui, alors il y a un très bon tweet de Béatrice Souchard, qui est journaliste à l'Opinion, qui ironise sur l'objectif de la ministre des Armées. L'objectif de la ministre des Armées, c'est la parité. On pourrait penser que l'objectif de la ministre des Armées, ce serait de gagner les batailles dans lesquelles l'armée française est engagée. Non, c'est la parité. Je crois qu'il n'y a d'ailleurs pas une seule armée au monde qui fonctionne sur le principe de la parité, parce que, bon, globalement, quand même, l'armée reste encore un domaine principalement masculin.
à part chez les Amazones, peut-être en Grèce, une dizaine de siècles avant notre ère, mais dans l'ensemble, l'armée, ça reste quelque chose de masculin, et l'objectif de l'armée, c'est quand même de gagner les batailles. Et ben non, là, maintenant, c'est la parité, ce qui prouve que l'idéologie est vraiment omniprésente dans le système politique français. Alors, dans les autres choses qui méritent un petit commentaire, c'est le succès de l'équipe de France de football, qui a été présenté de manière finalement très racialisée. C'est-à-dire que les médias ont beaucoup insisté sur les mérites des joueurs venus d'Afrique, venus de banlieues parisiennes souvent, mais dont les parents sont venus d'Afrique. Donc il y a eu une présentation assez, on peut dire, racialisée, voire racialiste de ce succès. Et même le président Obama a rebondi sur cette thématique. Et on pourrait dire que de même que les Américains parlent d'Afro-Américains pour parler des Américains d'origine africaine, là, il y a eu une tendance, peut-être c'est une forme d'américanisation, c'est aussi le constat que la France est devenue un pays multiracial. On a beaucoup insisté sur le côté afro-français, en quelque sorte. Mais là, c'est pas... ceux qui pourraient critiquer ce grand remplacement, c'est ceux qui s'en réjouissent qu'ils l'ont dit. Et puis il y a un dernier point, Macron s'est beaucoup mis en scène à l'occasion de cette Coupe du Monde de football, mais ça fait plutôt un flop, parce que Chirac avait gagné 9 points dans les sondages à l'issue de la Coupe du Monde de 98, et Macron, lui, réussit à en perdre 2. Donc c'est pas très bon pour lui quand même. Bien, j'arrive, passons à la 5e et dernière partie. Frédéric Aziza, le journaliste ex nihilo. Frédéric Aziza, c'est avant tout un exemple qui peut faire rêver de nombreux aspirants journalistes. En effet, il a réussi à faire ce beau métier après des études de technicien informatique. Malgré ses études étonnantes, il entre à Radio J, une radio communautaire juive pour laquelle il travaille depuis 1988. Tout au long de sa carrière, il se construit une réputation assumée de défenseur d'Israël. Dans ma carrière de journaliste, tout au long de ma carrière de journaliste, j'ai toujours défendu Israël. Je me suis toujours attaqué aux islamistes. À partir de 2003, Frédéric Aziza entre à LCP, la chaîne parlementaire, où il anime Questions d'info, en partenariat avec France Info, Le Monde et l'AFP, et Parlons-en avec le Journal du Dimanche. En 2007, il collabore avec le Canard enchaîné et devient notamment le confident de Brice Hortefeux. Dans leur enquête Le Vrai Canard, Karl Lasqueux et Laurent Valdiguier le confirment. Brice Hortefeux est une source de première importance pour le Canard enchaîné. Le copain d'enfance du président s'est rapproché du journaliste Frédéric Aziza, l'un des pigistes de la Mare au Canard. Une fois sur deux, quand mon portable sonne, c'est Aziza, a confié le ministre à un journaliste politique. Ce parcours journalistique de second ordre n'avait a priori aucune chance d'attirer sur lui les lumières. Et pourtant, Frédéric Aziza est l'un des journalistes les plus connus de France. La raison principale ? Son attitude absolument incroyable au moment de la réception du candidat Jacques Cheminade lors de l'élection présidentielle de 2012. Et la tradition des Rothschild, je ne vois pas ce que vous voulez dire. Une tradition de banque d'affaires, de jouer sur les trafics d'armes, sur les flux avec financiers, le aussi, tout ça, mais c'est pas le seul. Non, pas du tout. Pas du tout. Ouais. Si vous pensez que je suis antisémite, vous insultez ma famille qui s'est battue contre ce que représentait le nazisme. Ah oui. Et c'est une insulte, je pense qu'on est une insulte. Change rien. L'extrait était devenu viral et l'attitude du journaliste face au candidat avait choqué de nombreux internautes. Virulent, Frédéric Aziza s'en prend à plusieurs personnalités, notamment à Alain Soral et son association Égalité et Réconciliation, allant même jusqu'à rédiger un ouvrage dédié en 2014. Dans Vol au-dessus d'un nid de facho, il attaque donc Alain Soral, mais aussi Dieudonné, Serge Ayoub et même Nicolas Dupont-Aignan par ricochet, ce qui lui vaudra une réponse de l'intéressé. Mais oui, vous êtes une merde intégrale. D'accord, très bien. Une querelle entre Égalité et Réconciliation et Frédéric Aziza qui se finira dans la violence, puisque le journaliste agressera physiquement Vincent Lapierre, journaliste pour ERTV, en mars 2016, en marge du dîner du CRIF. Non, vous me filmez pas parce que sinon je la pète votre caméra. Attention, ok, je la pète votre caméra. Monsieur Aziza, on est sur un lieu public. Tu dégages avec cette caméra. Tu dégages avec cette caméra. Vous m'agressez ? Oui, je t'agresse. Tu enlèves cette caméra. Je m'en fous, tu enlèves cette caméra. Non, tu enlèves cette caméra. Vous voyez ? Tu enlèves cette caméra. Je m'en fous. Tu enlèves cette caméra. Tu enlèves cette caméra, t'as compris ? Non, monsieur, s'il vous Tu plaît. enlèves cette caméra. Nous, on est ici, on fait ce qu'on veut. Non, tu fais pas ce que tu fais ici. Tu fais pas ce que tu fais, t'as compris ? Qu'est-ce qui se passe là ? J'aime pas vous voir là.
Ok, vous verrez de plus en plus, monsieur Aziza. La plainte de Vincent Lapierre sera classée sans suite. Mais Frédéric Aziza n'en reste pas à la simple violence physique puisqu'il a été accusé d'avoir agressé sexuellement Astrid de Vilaine, journaliste à LCP avec lui en 2014. Je lui ai redemandé de libérer le passage, mais monsieur Aziza a insisté pour que je passe devant lui sans qu'il ne bouge du passage. Sa main s'est alors retrouvée au niveau de mes fesses, côté gauche, en l'appuyant fortement. Dans le même temps, monsieur Aziza m'a pincé la fesse gauche. Une agression sexuelle sur son lieu de travail que Frédéric Aziza expliquera par une volonté de plaisanter. Il s'excusera devant toute la rédaction, mais cela ne calmera pas Astrid de Vilaine qui, en 2017, en pleine vague MeToo, portera plainte contre le journaliste. Immédiatement, Frédéric Aziza est suspendu d'antenne et publie un tweet dans lequel il présente publiquement ses excuses. Le lendemain, Bernard-Henri Lévy lui apporte son soutien. Qui nous fera croire qu'Aziza est le Weinstein français ? Amitié à Frédéric Aziza. Contacté par BuzzFeed, 12 salariés anciens et actuels de la chaîne estiment que Frédéric Aziza était coutumier de propos et comportements déplacés et dénonce l'influence et l'impunité de ce dernier. Fin décembre 2017, la direction prend la décision de réintégrer Frédéric Aziza à la chaîne. La Société des journalistes de LCP s'indigne de cette décision, mais le journaliste peut de nouveau exercer son métier. Finalement, en juillet 2018, l'affaire judiciaire se conclut par un simple rappel à la loi pour Frédéric Aziza. Astrid de Vilaine dénonce une offense pour toutes les victimes d'abus sexuels. Sur le site de Bernard-Henri Lévy, La règle du jeu, Frédéric Aziza se défend en affirmant qu'il n'a jamais été un agresseur sexuel, évoquant un pincement au mollet blagueur. Le petit blagueur Aziza est donc toujours journaliste pour LCP, une chaîne de télévision au budget annuel de plus de 16 millions d'euros, entièrement financée par vos impôts. Oui, il y a peut-être un commentaire qu'on pourrait faire, c'est journaliste avec des guillemets, parce que ce personnage est un militant, un fanatique, bon, c'est son droit d'ailleurs, mais il n'est plus du tout dans les codes traditionnels du journalisme. Il n'a même pas l'hypocrisie. Des journalistes militants, il y en a beaucoup. Mais souvent, il camoufle ça quand même sous un air de fausse objectivité. Lui, au moins, il ne fait pas d'effort. Eh bien, c'est la fin de cette émission. N'hésitez pas à la partager sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Si possible, partagez le lien de TV Liberté qui renvoie directement vers l'émission. C'est ce qu'il y a de mieux pour le partage. Et il faut, je vous le répète et on vous le répète à chaque fois, maintenant, il faut passer essentiellement via le site internet de TV Liberté. Et enfin, continuez à nous envoyer votre propre veille médiatique à travers ce mail i-media@tvliberté.com. Jean-Yves. Eh bien, rendez-vous pour le prochain immédiat que vous animerez Hervé avec Michel Geoffroy. Oui. Et puis je reprendrai... pour la dernière émission de la saison. Je reprendrai pour la dernière émission de la saison.